Quand un concile élit le pape, l'avènement de Martin V, 1417. Le 17 mai 1410, le cardinal Baldassare Cossa succéda à Alexandre V comme pape de la lignée du concile de Pise et prit le nom de Jean XXIII. À l'époque, il n'était encore ni prêtre ni évêque et devait son ascension aux talents financiers et militaires qu'il avait mis au service des souverains pontifes successifs. Il dut cependant être ordonné prêtre avant d'être nommé pape. Mais une fois officiellement évêque de Rome, il fut rapidement confronté à des difficultés financières et politiques. Le concile de réforme qu'il ouvrit dans la ville éternelle en 1413 attira si peu d'évêques qu'il fut suspendu. Puis, Jean XXIII, chassé de Rome par Ladislas de Durazzo, le roi de Naples, dut faire appel à l'empereur Sigismond pour retrouver son pouvoir. Celui-ci, par son titre traditionnel de roi des Romains, Sigismond, était avoué et défenseur de la Sainte Église. Il réussit à persuader le Saint-Père de convoquer un concile général pour mettre fin au schisme et s'engagea à convaincre les deux autres papes, celui de Rome et celui d'Avignon, d'y participer ou de se démettre. Dans un Edictum Universale, une lettre à toute la chrétienté, le 30 octobre 1413, Sigismond annonça l'organisation d'un concile et, le 9 décembre suivant, le pape Jean XXIII y convoqua officiellement tous les cardinaux, archevêques et évêques, quelle que fût leur obédience. L'assemblée devait se tenir à Constance, qui avait le double avantage d'être en terre d'empire, donc sous la protection de l'empereur, tout en étant proche de l'Italie. Le concile de Constance. Ouvert solennellement le 5 novembre 1414 dans la nef de la cathédrale de Constance, le concile se tiendrait en 45 sessions entre le 16 novembre 1414 et le 22 avril 1418. 19 cardinaux de diverses obédiences étaient présents. Des centaines d'évêques et d'abbés se trouvaient là. 274 Français au total participèrent au concile, dont 7 cardinaux, 28 évêques, 58 membres du clergé régulier, des abbés, des prieurs, etc., 49 chanoines et 78 représentants d'universités. De façon générale, les représentants des évêques ou des abbés et les délégués d'autres institutions, chapitres des cathédrales et des collégiales, universités, étaient plus nombreux que les évêques et les abbés eux-mêmes. Pour éviter de subir une prédominance des Italiens, majoritaires en nombre, il fut décidé le 7 février 1415 de ne plus voter par tête mais par nation, chacune comptant pour une seule voix. 4 nations furent d'abord reconnues, la nation italienne, la nation anglaise qui comprenait aussi les Irlandais et les Écossais, la nation allemande, dont les Scandinaves, les Polonais, les Hongrois, les Tchèques, les Croates et les Dalmates, et la nation française, intégrante également la Savoie, alors indépendante, et la Suisse francophone. Par égard pour leur dignité, le collège des cardinaux avait droit aussi à une voix. Par la suite, une 5e nation, la nation espagnole, serait reconnue avec droit de vote. Le concile s'était fixé comme objectif de rétablir l'unité et de mettre fin au schisme apparu en 1378. Il voulait également extirper les erreurs répandues en Angleterre par John Wycliffe et en Bohême par Jan Hus et Jérôme de Prague, et enfin, il souhaitait engager la réforme de l'Église. Contrairement aux prévisions des uns et des autres, l'Assemblée conciliaire allait se diviser, et Jean XXIII, qui avait pourtant convoqué et ouvert le concile, allait finalement s'y opposer. Le concile de Constance chercha d'abord à obtenir la démission des 3 papes rivaux. Jean XXIII, de son côté, espérait que son élection serait confirmée, mais ces manœuvres mécontentèrent beaucoup de pères conciliaires. Lors de la 10e session, le 2 mars 1415, il offrit de démissionner de sa fonction, à condition que Grégoire XII et Benoît XIII fassent de même. Mais dans la nuit du 20 au 21 mars,
il quitta la ville sous un déguisement et s'établit à Schaffhouse, à une 50aine de kilomètres de Constance, sous la protection de Frédéric V, duc d'Autriche et du Tyrol. Il avait l'intention de dissoudre le concile et il appela les cardinaux à le rejoindre. 8 seulement se rallièrent à lui. L'intervention de l'empereur Sigismond fut déterminante pour empêcher le concile de se disperser. La thèse conciliaire revint au cœur des débats. Depuis 1379, on l'a vu, des théologiens avaient indiqué que la seule façon de mettre fin au schisme était de réunir un concile. En 1408, l'évêque de Florence, Francisco Zabarella, avait publié un traité de Schismate qui plaidait aussi pour cette solution. À Constance, elle avait déjà fait l'objet de discussions et même d'un projet de décret. Le 23 mars, 3 jours après la fuite du pape, Jean Gerson, éminent théologien et chancelier de l'Université de Paris, prononça un important discours. Il plaida pour la poursuite du concile en l'absence du pape et affirma, citation, « Le pouvoir confié par le Christ à l'Église est normalement et régulièrement exercé par le pape pour l'édification de cette même Église et revient au concile qui le représente en cas de défaillance ou d'erreur du pontife afin d'y suppléer. » Fin de citation. Il s'exprima donc en faveur de la supériorité du concile sur le pape. Lors des sessions suivantes, les 26 mars, 30 mars et 6 avril, de longs décrets sur l'autorité et l'intégrité du concile furent promulgués. Celui-ci rappelait qu'il avait été correctement et régulièrement assemblé. Il proclamait qu'il n'avait pas été dissous par le départ de Constance de notre Seigneur le Pape, ni par le départ d'autres prélats, et que sa mission restait d'extirper le présent schisme et de réaliser l'union et la réforme de l'Église de Dieu dans sa tête et dans ses membres. Pour affirmer sa légitimité, le Concile disait être assemblé dans l'Esprit Saint, représenter l'Église catholique militante et tenir son pouvoir immédiatement du Christ. Il se positionnait donc comme une entité supérieure et indépendante du pape. D'ailleurs, on l'a bien vu lorsque, malgré l'absence du souverain pontife, les évêques réunis prononcèrent, au cours de plusieurs sessions, une condamnation très détaillée des doctrines de Wycliffe et de Huss. Déposition ou démission des 3 papes. Malgré sa théorie conciliariste aventureuse, le concile de Constance réussit à mettre fin au schisme. Les décrets de l'Assemblée permirent de suivre clairement la procédure implacable pour arriver à cette fin. Après sa fuite, Jean XXIII avait été, 3 fois de suite, cité à comparaître, le 2, le 13 et le 14 mai 1415. Ce même 14 mai, par contumace, il fut suspendu de la fonction papale. Il avait changé de résidence à plusieurs reprises et avait cru trouver refuge à Fribourg. L'empereur Sigismond réussit à s'emparer de lui. Il fut conduit au château de Radolfzell, près de Constance, où il fut placé sous la garde de Vital Valentin, évêque de Toulon. Le concile le chargea d'obtenir l'abdication du pape. Ainsi, le 19 mai, en la fête de la Pentecôte, Jean XXIII, repentant et pleurant, remettait à l'évêque de Toulon la bulle d'abdication qu'il avait signée ainsi que l'anneau du pécheur, symbole de son pouvoir pontifical. Le 25 mai, au cours de sa 11e session, le concile put donc mettre en accusation Jean XXIII. 44 articles furent invoqués contre lui. Le 29 mai, une sentence de déposition fut prononcée contre, citation, le Seigneur pape Jean XXIII comme, citation, notoirement scandaleux pour l'Église de Dieu et pour ledit concile, perturbateur pour la paix et l'union de l'Église. Fin de citation. Parjure de son serment de renoncer au siège apostolique pour rétablir l'union et aussi, citation, simoniaque notoire, mauvais administrateur et dispensateur des biens spirituels et temporels de l'Église, qui par sa vie et ses mœurs détestables et malhonnêtes a notoirement scandalisé l'Église de Dieu, avant son accès au pontificat, et par la suite jusqu'à maintenant. Il resta prisonnier au château de Radolfzell, puis dans d'autres résidences avant d'être libéré
en juin 1419, soit 6 mois avant sa mort. Le 29 mai 1415, le concile de Constance avait aussi adopté un décret ordonnant que, citation, « jamais ne seront réélus comme pape le seigneur Balthazar de Cossa, Angelo de Corrario et Pedro de Luna, respectivement appelés auparavant, dans leurs obédiences, Jean XXIII, Grégoire XII et Benoît XIII. » Fin de citation. Le premier ayant été déposé par le concile, Grégoire XII démissionna, ce que l'assemblée d'évêques accepte, approuve et loue le 4 juillet 1415. Il fut réintégré dans le collège des cardinaux, il participerait même au conclave qui se tiendrait 2 ans plus tard. Benoît XIII, lui, posa des conditions à sa démission. Ces exigences ayant été refusées, il s'obstina malgré une intervention auprès de lui de l'empereur Sigismond. Un de ses principaux soutiens, le roi d'Aragon, se retira de son obédience en octobre 1416. À partir du 5 novembre, le concile ouvrit un procès contre Pedro de Luna appelé Benoît XIII dans son obédience, qui dura plusieurs mois. Le 26 juillet 1417, il fut finalement dépouillé du pontificat pour avoir, citation, « tellement péché contre l'Église de Dieu et tout le peuple chrétien, en attisant, en alimentant et en poursuivant le schisme et la division de l'Église de Dieu. » Fin de citation. Perturbateur schismatique, il était condamné également comme hérétique pour avoir été un violeur obstiné, incorrigible, notoire et manifeste de l'article de foi, l'Église une, sainte et catholique. Selon certains canonistes et historiens, la déposition de Jean XXIII et de Benoît XIII par le Concile de Constance fut juridiquement contestable, mais nécessaire au bien commun. Quoi qu'il en soit, les 3 papes rivaux étant désormais écartés, il était possible de tenir un conclave. Mais avant cela, et comme pour perpétuer son pouvoir et sa supériorité par rapport au pape, le concile vota le 9 octobre 1417, lors de la 39e session, des décrets de réforme. Ils portaient notamment sur la réunion des conciles généraux, sur la profession de foi que devraient prêter les papes et sur les nominations épiscopales. Martin V, l'élu du concile. Une fois ces normes fixées, le concile décida que se tiendrait un conclave pour procéder à l'élection d'un nouveau pape. Les cardinaux présents à Constance appartenaient aux 3 anciennes obédiences, mais ils n'étaient pas représentatifs de l'ensemble de la chrétienté. Il y avait 15 Italiens, 6 Français, 1 Savoyard et 1 Espagnol, mais aucun cardinal du Saint-Empire et aucun cardinal anglais. Aussi l'Assemblée des évêques souhaita établir de nouvelles règles, longuement discutées, pour l'élection du pape. C'est le projet de l'archevêque de Tours, Jacques Gélu, présenté le 22 octobre 1417, qui fut finalement retenu. Les nouvelles règles furent adoptées par le concile lors de la 40e session le 30 octobre suivant. Conformément à celle-ci, le futur pape serait élu par une assemblée à la composition exceptionnelle. Pour associer le concile à l'élection, au Sacré Collège seraient ajoutés 6 délégués, élus par chacune des 5 nations reconnues au concile. C'était bien sûr une rupture par rapport à la tradition, vieille de près de 400 ans, qui réservait l'élection du pape aux seuls cardinaux. Le concile précisa que la règle était changée pour cette fois seulement, et que les délégués admis exceptionnellement à participer à l'élection du pape devaient être des prélats ou autres personnes ecclésiastiques honorables ayant reçu les saints ordres. Aux 23 cardinaux s'ajoutèrent donc 30 électeurs délégués désignés par les 5 nations. Ces électeurs supplémentaires représentaient tous les niveaux hiérarchiques de l'Église. Il y avait 18 évêques ou archevêques, le maître général de l'ordre des frères prêcheurs, c'est-à-dire des dominicains, le père abbé de Cluny, des abbés et des prieurs d'autres monastères, un chanoine, un maître en théologie, un docteur en droit, 2 archidiacres et un prévôt. Cette diversité se retrouve dans la composition du corps électoral français.
Outre les 7 cardinaux, les 6 délégués de la nation française étaient Gauthier le Gras, docteur Restécré, prieur de Rhodes, Guillaume de Boisratier, archevêque de Bourges, Jacques Gélus, archevêque de Tours, Jean de Bertrand, évêque de Genève, Jean de Rochetaillé, patriarche latin de Constantinople, et Robert de Chaudessol, abbé de Cluny. Ce conclave exceptionnel se déroula à la Kaufhaus, c'est-à-dire la maison des marchands, de Constance. Plusieurs témoignages directs permettent d'en connaître les préparatifs et le déroulement, notamment une chronique rédigée par Ulrich Riechenthal, citoyen de Constance, et le journal tenu par le cardinal français Guillaume Philastre. Le bâtiment disposait au rez-de-chaussée d'un grand hall de quelques 50 mètres de long et avait 2 étages. Une chapelle avec 3 autels fut aménagée. Des cellules pour chaque électeur furent construites avec des parois en bois, chacune comportant un lit et une petite table. Les repas étaient apportés 2 fois par jour de l'extérieur et contrôlés par 2 évêques. Le règlement avait fixé de façon précise les aliments et les boissons autorisés, précisant que les repas ne devaient pas être préparés de manière princière et ne devaient comporter qu'un plat. L'empereur Sigismond résida à Constance pendant toute la durée du conclave. Il présida les cérémonies et réunions préparatoires, non sans manifester avec éclat son désaccord lors de la désignation des gardiens du conclave. Mais il n'intervint pas dans son déroulement et ne fit pas connaître le nom du cardinal qui avait sa préférence. Ce sont donc 53 électeurs pontificaux qui s'installèrent à la Kaufhaus le lundi 8 novembre 1417. À 4 heures de l'après-midi, écrit Riechenthal dans sa chronique, sous une pluie battante, les 23 cardinaux, les uns après les autres, et les 30 représentants des nations entrèrent en conclave. Le lendemain, après la messe, la journée se passa à discuter du processus électoral. Il fut décidé que le vote se ferait à bulletin secret et, si nécessaire, per accessum, c'est-à-dire qu'il serait possible pour les électeurs, après la proclamation des résultats du scrutin, de changer leur vote. La traditionnelle majorité des 2/3 des voix pour être élu fut maintenue, mais il fut déclaré que le décompte des voix se ferait par collège, le collège des cardinaux et les 5 collèges des nations. Et donc, c'était 6 fois les 2/3 des voix qui étaient nécessaires. Il y avait un risque évident de blocage puisque 3 électeurs d'une seule nation pouvaient empêcher l'élection d'aboutir. Les Français espéraient faire élire le cardinal Pierre d'Ailly, éminent théologien et partisan de la thèse conciliaire, ou un autre délégué de la nation française. Les Anglais et les sujets de l'Empire, eux, avaient reçu comme consigne de ne pas voter pour un Français. Par rapport au conclave précédent, une autre innovation fut introduite dans la procédure électorale. Les bulletins déposés dans l'urne seraient lus un à un, selon la coutume, mais aussi montrés à tous, pour que chacun puisse reconnaître son bulletin. De plus, chaque jour, pendant la durée du conclave, alors que les cardinaux et les autres électeurs étaient réunis, il y avait des prières solennelles à la cathédrale de Constance, puis une procession jusqu'à la Kaufhaus, au chant du Veni Sancte Spiritus, afin que le Saint-Esprit éclaire les cardinaux et les délégués chargés d'élire le pape. Au premier scrutin, le mercredi 10 novembre, il y eut une grande dispersion des votes. 4 cardinaux eurent le plus grand nombre de voix. Le Savoyard Alarmé de Brogni, les Italiens Francesco Lando, Amedeo de Saluzzo et Odone Colonna. Jean de Bertrand, qui était évêque de Genève mais pas cardinal, obtint 18 voix, et Jacques Gélus, archevêque de Tours, qui lui non plus n'était pas cardinal, en obtint 8. Aucun nom ne se dégageait. Néanmoins, le désir de retrouver rapidement l'unité de l'Église l'emporta sur les ambitions personnelles ou nationales. Au deuxième scrutin, le jeudi 11 novembre, 3 cardinaux italiens, Antonio Correr, Amedeo de Saluzzo et Odone Colonna, ainsi que le Savoyard Alarmé de Brogni, obtinrent un nombre de voix élevé, mais aucun n'eut les 2/3 requis. Il fut donc décidé de procéder per accessum,
pour tous les départager. Le cardinal Odone Colonna avait recueilli les voix de 8 cardinaux et celles de 16 représentants des nations, dont la totalité des représentants de la nation anglaise. Grâce à l'Accessus, il remporta la totalité des suffrages des cardinaux et ceux de 4 nations supplémentaires. Il fut donc élu à l'unanimité et prit le nom de Martin V.